Bonjour Richard Martinet. Vous êtes l'architecte à l'origine de la restauration de l'hôtel provençal de Juan Lépin. Vous avez l'habitude des grands chantiers, des grandes rénovations, des grandes constructions, mais là ça reste quand même un site et un bâtiment iconique. Oui, tout à fait. C'est juste pour revenir sur ce que vous venez de dire, c'est un petit peu notre privilège de travailler sur des bâtiments qui sont souvent iconiques. Celui-là, je lui attache une valeur particulière pour un détail qui a échappé à personne. Quand John Colwell me l'a proposé en 2016, il n'était pas très joli à regarder. Et très sincèrement, je suis passé sur deux stades successifs. Le premier, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose avec cette carcasse? Et très très vite, senti une espèce de vibration, quelque chose de pas ordinaire. Alors après, en creusant, bien évidemment, on a découvert que ce lieu était chargé de toute l'histoire du Cap. Et donc le travail à ce moment-là, la ligne de notre travail, a été très simplement déterminé. C'est comment, raccrocher le fil par rapport à cette histoire qui a été interrompue en 1977, et puis cette espèce de période de désespoir où le bâtiment est tombé d'agression en agression, la dernière étant d'ailleurs des constructions très, très brutales qui avaient été réalisées par le promoteur avant John Caldwell, qui nous a valu pas mal d'ennuis parce que plein de choses étaient cassées, perdues, la logique du projet était perdue, enfin des choses un peu compliquées. Après, une fois cette idée du fil rétablie, se dire il y a un changement de programme, parce que c'est plus un hôtel, ça va devenir une résidence de luxe. Et qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on transforme? Est-ce qu'il y a finalement, le Provençal rentre dans une nouvelle vie, là, en ce moment. Et cette nouvelle vie, comment on l'habille pour cette nouvelle vie? Et là, je dirais, on s'est lancé dans un exercice qui n'est pas très compliqué, parce que le style était assez marqué. Le projet d'origine, comme vous savez, il était réalisé par un architecte cannois qui s'appelle Eugène Stable, qui a d'ailleurs fait un type d'autres réalisations intéressantes et qui était très orienté art déco. C'était la période. Hein. Il avait à peu près le même âge d'ailleurs que Frank J. Gould, le propriétaire. Et donc, il a développé une architecture très simple, presque simpliste, avec des éléments de décor qui sont des éléments de décor art déco, mais pas très accentués, et puis une bonne touche de Méditerranée. Quand je vous dis ça, je pense, disons, à l'image générale, aux toitures en haut et aux pavillons d'entrée. À partir de là, donc, nous, on a, disons, développé ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire essayer de chercher dans les ruines les espaces qu'on va pouvoir retransformer. On a créé par exemple ce grand hall avec la conciergerie, que vous avez peut-être visité, le grand hall des ascenseurs, qui étaient des espaces qui n'ont jamais existé, mais qui quelque part renvoyaient à des espaces prestigieux qui avaient existé dans le Provençal et qui avaient disparu, comme je vous l'ai dit. Ma grande frustration, c'est de ne pas avoir pu rétablir le grand escalier qui était très intéressant, mais qui était vraiment impossible à rétablir. Et ensuite, une fois réalisés ces espaces, retravailler sur des fonctions nouvelles, par exemple un spa, où là on a réécrit une histoire qui est beaucoup plus fortement marquée art déco que le bâtiment lui-même. Introduire des éléments de vie, donc ce jardin qui existait dans le Provençal, mais sous une forme différente, était beaucoup plus naturel, était beaucoup plus la dune et les pins. Là, c'est un jardin composé. Les piscines, il y a 11 piscines dans le projet, dont une qui est assez spectaculaire parce qu'elle est longue, et quand on nage, on a des vues à hauteur d'eau sur les îles de l'Hérin, c'est assez agréable. Un cinéma. Il y aura par la suite un restaurant au rez-de-chaussée et une série de boutiques le long du boulevard.
Donc ça, c'est pour le programme. On a utilisé des éléments qui étaient déjà construits pour loger des garages. Donc le principe, c'est que les acquéreurs ont souvent des garages privatifs avec aussi souvent des liaisons directes entre le garage et leur appartement, ce qui permet d'assurer aussi pas mal de sécurité. Et un confort. Sinon, on s'arrête un peu sur cette façade. Quelle était finalement votre liberté de création? Elle était très contrainte? Alors j'allais vous en parler parce que ça c'est la partie compliquée du projet. La règle qu'on s'était fixée avec les architectes des bâtiments de France, en concertation avec les architectes des bâtiments de France, c'était effectivement, on n'était pas là pour dénaturer la façade existante. Pour autant, il fallait créer des balcons, des loggias, parce que la façade d'origine n'en avait pas, ou très peu, ou des tout petits balcons, parce que la demande pour un hôtel et pour des appartements de ce niveau-là n'est pas du tout la même. Et donc, on a procédé de deux manières très simples, ça se voit sur les façades. On a ajouté pas mal de balcons, mais dans le registre de la façade, si bien que maintenant, on a presque l'impression qu'ils ont existé depuis l'origine. Et la deuxième chose, les endroits où on ne pouvait pas le faire, au risque de dénaturer la façade, on a creusé à l'intérieur. Il y a plusieurs appartements qui ont une loggia intérieure avec la façade d'origine du Provençal à l'extérieur. Et ça donne des espaces qui sont assez agréables, surtout sur les façades qui sont exposées au vent. Ça fait des espaces qui sont assez protégés, dans lesquels les vues sur la mer sont absolument magnifiques et qui pour autant ont le service d'une terrasse dans laquelle on peut mettre du mobilier, enfin tout ce qui peut faire l'extérieur dans l'appartement. Donc en utilisant ces deux éléments-là, on a finalement transformé cette façade, on peut dire de façon douce, parce qu'on retrouve l'écriture d'origine. On a aussi rétabli les décors d'origine qui étaient en mauvais état, donc on les a refaits pour la plupart. Pour aller un petit peu plus dans le détail, on a créé des ferronneries qui n'existaient pas, qui ont été créées dans le style de l'Art déco, donc qui je dirais, appuient un petit peu cette hypothèse de style. Et les matériaux qu'on a utilisés sont des matériaux qui étaient compatibles avec l'Art déco ou existants avec l'Art déco. Bon exemple, l'enduit de façade, cette façade qui est pas vraiment blanche, hein, qui est un petit peu, qui est blanc cassé. On a utilisé des enduits à la chaux, sans matière, sans résine, c'est des choses tout à fait naturelles, qui sont d'ailleurs légèrement poreuses et qui correspondaient aux enduits qu'on faisait à cette époque-là. Vous avez travaillé avec des artisans d'art, ces techniques-là, elles sont... Alors, pour les enduits, non, c'est des techniques de bâtiment, donc c'est des entreprises de bâtiment. Par contre, dans les intérieurs, sur les, je dirais, par exemple les portes d'ascenseur, les portes palières, vous avez des échantillons derrière moi, on travaille avec des ferronniers d'art qui font des inserts de métal, qui font des choses comme ça. Les paravents qui sont dans le hall des ascenseurs ont été faits par une artiste avec laquelle on a l'habitude de travailler. Il y a beaucoup d'artisans d'art qui ont travaillé sur le projet. À l'extérieur, moins, mais vous avez peut-être vu pendant vos visites, on a beaucoup de bas-reliefs qui ont été faits aussi. Alors, pour les bas-reliefs, on dessine le motif. Il y a une artiste qui vient, qui le remet dans la forme adéquate pour qu'il puisse être réalisé. Et après, il y a un sculpteur qui crée le bas-relief et le moule. Il y a beaucoup d'opérations comme ça qui ont été faites et qui, au fond, on ne s'en rend pas compte, mais à la fin, ça crée une espèce de vibration générale qui est la satisfaction qu'on a aujourd'hui, c'est que on n'a pas cassé le mythe, mais l'histoire est complètement différente. Ce bâtiment va vivre une histoire différente. Et ça se voit parce que beaucoup de choses sont totalement différentes de ce qu'elles ont été. Les volumes de certains des appartements sont vraiment très grands, très importants. Comment est-ce que vous avez géré justement cette répartition des surfaces? Alors, au fil de l'anecdote, pour le dire simplement, je vous donne un exemple.
Il y a un appartement qui est derrière le hall des ascenseurs, par l'endroit où on arrive, qui a un espace intérieur vertigineux. Il est dans une rotonde, qui est une rotonde historique. Et c'était tout simplement le restaurant du Provençal. Donc, quand on est arrivé là, moi, je me suis dit, ben, on a la chance d'avoir ce volume, il ne faut pas le dénaturer. Il ne s'agit pas d'aller le couper, de mettre un étage de plus ou je ne sais pas quoi. On le prend comme il est et on fait un appartement à la mesure de cet espace-là. Le résultat, est impressionnant. Je ne connais pas le futur propriétaire de cet appartement, mais c'est sûr qu'il aura des grands moments, disons, des grandes envolées dans cet espace-là. Et je vous raconte cette anecdote, mais c'est comme ça qu'on a procédé. On a fait, suivant les endroits, suivant les vues, on s'est laissé aller. Sur les niveaux hauts, il y a des appartements qui font quelquefois trois niveaux successifs. Au niveau du jardin, il y en a aussi 2 ou 3 qui sont comme ça. Tout à fait à l'est de l'opération, il y a un appartement qui est un petit peu comme une grande villa, avec un pavillon un petit pavillon annexe avec la piscine. Ça ressemble vraiment à une villa. Tout ça, c'est ce qu'on a trouvé. Moi, je suis un ramasseur de cailloux. Je regarde ce qu'il y a et je fais avec. Comment est-ce que vous traduisez, comment est-ce que vous liez l'histoire d'un bâtiment, puisqu'elle a été importante, vous êtes complètement imprégné de l'histoire du Cap d'Antibes, hein, vous nous l'avez dit, et puis la modernité et le confort. Ce lien-là, il se fait comment? Alors, il se fait assez naturellement. Disons, la manière de régler ça, c'est de faire un pas sur le côté. Pourquoi je dis ça? C'est que si on déroule le fil, on n'est pas sûr d'arriver là où on veut. Si on fait un pas sur le côté, on regarde l'objet et on se dit qu'est-ce qui va faire le lien qui va nous permettre d'aller vers la modernité sans casser le petit fil qu'on vient de recréer. Et ça, c'est le lien est tout simple. Entre les amis de Frank Jay Gould en 1926 et la haute idée qu'il avait de Juan Lépin, puisqu'il avait construit aussi le casino, il avait construit les boutiques, il avait construit ce qu'il faisait d'ailleurs régulièrement. Ce n'était pas la seule fois, puisqu'il avait fait ça à Granville, à Bagnoles-de-l'Orme, à Maison-Lafitte et je ne sais où encore. C'était toujours le même programme. Quand il est arrivé à Juan-les-Pins, il a acheté la villa La Vigie, il a acheté ses propriétés et il a construit cet hôtel. Si on essaye de comprendre le lien qu'il peut y avoir entre les amis de Jay Gould et les futurs propriétaires de ces appartements dont on vient de parler, il est tout simple. C'est cette impression de profiter d'un endroit unique dans un luxe exceptionnel. La règle est la même. Et j'ai pas peur de le dire. C'est une histoire de méthode. Il n'y a pas d'ostentation là-dedans. Il y a juste se dire, si je me replonge dans l'histoire que vous évoquez et que je regarde aujourd'hui l'histoire qui est le futur de ce bâtiment-là, le lien, c'est celui-là. Il n'y a aucun doute. Alors, qu'est-ce qui fait le luxe? Alors, ce qui fait le luxe, c'est beaucoup de choses. D'abord, c'est le cap. Quand vous êtes, vous avez vu, je ne vais pas le répéter, mais quand on commence à aller dans les étages un peu plus hauts de ce bâtiment, voire tout en haut, il y a ces vues sur la baie, sur les îles de l'Airain, sur tout ça, qui sont exceptionnelles, avec des couleurs, avec des ambiances, avec du vent, avec toutes sortes de choses. Bon, le luxe, une partie du luxe, c'est ça. Et celui-là, on n'y est pour rien. Celui-là, il existait bien. L'autre partie, c'est juste pour compléter l'image, on parle de la baie, mais il y a les vues arrière sur les montagnes qui, pendant la moitié de l'année, sont des pures merveilles. Quand on regarde ces montagnes enneigées à partir de... C'est très très beau. Donc, une partie du luxe, c'est ça. L'autre partie, c'est effectivement... c'est deux choses simples. C'est l'espace. Effectivement, on a fait des appartements avec des dimensions inhabituelles. Le plus grand fait 1000 mètres carrés. C'est des grandes dimensions. Donc, à l'intérieur, comme on le disait à propos de cet appartement dans la Rotonde, il y a des espaces, il y a de l'espace. Ça, c'est un vrai luxe. Il y a après aussi
une extrême simplicité. Moi, je suis persuadé que le vrai luxe, il est très très simple. Et donc, dans une mise en scène un peu dépouillée, qui est pas mal dans l'esprit d'ailleurs du travail de l'architecte d'origine, esprit un peu dépouillé, je crois qu'il y a là aussi un élément fondamental du luxe. Après, on a quand même cédé à nos habitudes, c'est-à-dire qu'on est allé chercher des matériaux raffinés, on a travaillé dans le détail beaucoup d'éléments, parler des inserts de métal, regardez les portes d'entrée d'appartements, elles sont extrêmement luxueuses. Mais disons avec une espèce de parcimonie, c'est-à-dire que c'est à certains endroits, mais c'est pas partout. De façon à ce qu'on ait en permanence ce jeu entre une espèce de dépouillement et puis une extrême richesse. Voilà. À peu près comment ça se passe. Donc des matériaux souvent très sophistiqués, des mises en œuvre très très fines. Voilà, puis au bout d'un moment, effectivement, on est bien dans une ambiance très luxueuse. Est-ce que l'aspect environnemental a été pris en compte? Oui, oui. Alors, largement, sur des tas d'objets, l'élément fondamental, c'est le traitement de l'eau. Donc il y a, comme tous les projets sur le Cap, une demande très forte de ne pas surconsommer l'eau, ne pas gaspiller les ressources naturelles, l'eau de pluie par exemple. Donc là, on a travaillé le sujet sérieusement pour recycler, pour faire en sorte qu'on ne remette pas les eaux de pluie directement là où il ne faut pas, etc. Ensuite, les matériaux, je vous parlais des enduits de façade par exemple, sont des enduits naturels. Pas de matière, pas de chimie là-dedans. Donc le choix des matériaux est important. On a beaucoup de bois, de choses dont la signature environnementale est correcte. Renforcer bien évidemment tout ce qui peut permettre d'économiser l'énergie. Des fortes, disons des isolations fortes. Bon, tout ça, c'est un petit peu le courant. Et l'élément aussi très important en matière d'environnement, c'est la recréation de ce jardin qui existait mais qui avait disparu, en le plantant sérieusement aussi pour que assez vite, alors c'est pas le cas aujourd'hui parce qu'il est un peu jeune le jardin, mais quand il aura quelques années, il va jouer son rôle aussi de régulateur, de capteur de pluie, de constitution d'ombre, etc. Et voilà, enfin, je vous ai résumé un peu. On n'est pas allé à l'extrême de l'innovation. Là, je suis en train de réaliser un projet à Monaco, où là, on va beaucoup, beaucoup plus loin. C'est plus expérimental, mais ça suppose aussi qu'il y ait dans l'environnement du projet des systèmes, des réseaux qui soient déjà en place. Dans votre carrière d'architecte, quelle place prend la restauration du Provençal? C'est le mot restauration d'ailleurs qui convient? Oui, on peut dire réhabilitation, on peut dire réécriture, on peut dire voilà. Réécriture. La restauration, elle a existé, mais elle est partielle, comme on l'a dit. Hein. Mais c'est une étape importante, d'abord parce qu'on y a passé 10 ans. C'est pas tous les jours, c'est pas tous les projets. Donc oui, c'est une étape importante. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai transformé un hôtel en appartement. En général, on rénove les hôtels, on les réhabilite, on les réécrit, mais hôtel reste hôtel. Là, c'est la première fois. Et j'avoue que j'ai eu un petit doute parce que j'ai une passion pour les hôtels, pour ces palaces. J'ai une réelle passion. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est pas contre ta passion, là, de tout d'un coup dire, ben, celui-là qui a été une icône, qui a la liste on a regardé les registres, mais la liste des personnalités, des artistes. Le fameux livre d'or. C'est fou. Et se dire, on va le transformer en résidence. Et ben, je crois que finalement, le sentiment que j'ai, donc pour ça il est particulier, hein, le sentiment que j'ai, c'est que pour autant,
On a respecté l'ombre des fantômes de tous ces... Voilà. Je savais que vous alliez me parler de fantômes. Mais ils sont là, hein. On ne va pas le dire. On n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de le dire. Mais non, il y a des esprits. Il y a de l'esprit, il y a un esprit. Et il est tellement ancré dans le Cap. Tellement. Et du coup, vous avez vous-même créé un lien particulier avec Antibes, vous me disiez. Hein. Ben oui, 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 je me suis dans un premier temps accoutumé, puis maintenant c'est un petit peu plus fort, hein, un petit peu plus fort. Mais oui, parce que on a l'impression qu'à chaque endroit, on retrouve des traces de cette histoire dont on parlait tout à l'heure. Et ils sont vraiment là. On a travaillé l'année dernière sur la Villa Mistinguett. Qui est aussi une des icônes du coin. Finalement, on n'a pas donné suite parce que c'était quasiment impossible à faire, elle est trop abîmée. Je vous remercie. Je vous en prie.